Près de 700 personnes réunies lundi soir sous et à l'extérieur d'un chapiteau dans le jardin de ville de Grenoble pour assister au meeting du candidat PS Place Publique aux élections européennes. Raphaël Glucksmann était accompagné d'Olivier Faure, mais aussi de quelques figures socialistes locales. Jeudi dernier, les ours de Villard-de-Lans ont fêté leur titre de champion de France de D2 avec leurs supporters et les habitants du plateau sur la place principale. Ce sont là aussi des centaines de personnes qui sont venues accueillir les jeunes hockeyeurs, dont la plupart ont été formés au club. Et vous voyez, la relève est là. Et puis du haut de ces montagnes, 150 ans d'histoire du club alpin français nous contemple. Ils assurent le relais pour faire passer des messages de découverte et de partage. Pierre Rueff et Jean-Louis Vidot, présidents des CAF Grenoble-Isère et Grenoble-Oisan, sont les invités du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 30 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une certaine idée de la gauche refleurit à l'occasion des élections européennes. Et c'est au Jardin de Ville que la tête de liste Place Publique PS, Raphaël Glucksmann, aux élections européennes, est venu rencontrer les Grenoblois lundi soir. Sa liste pourrait bien devancer celle de Renaissance le 9 juin, mais reste loin derrière celle du Rassemblement national. Pourtant, le député européen ne veut pas se résigner à ce duel. Lina Badreddine. Est-ce qu'on va réveiller Grenoble ce soir ? Et l'ambition est même bien plus grande, celle de réveiller l'Europe. À quelques semaines des élections européennes, le candidat sous la double étiquette Place Publique et Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, est venu rencontrer les Grenoblois lors d'un meeting au Jardin de Ville et inversement. On va commencer à voter cette année, donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de découvrir les candidats. Ça va me permettre de connaître un peu mieux les idées qui vont être proposées par la gauche. Et c'est avant tout pour ça que je suis venu aujourd'hui. On voit beaucoup à travers les réseaux ou à travers la télé, mais je voulais aussi voir l'homme qu'il y a derrière les écrans. Le premier secrétaire du Parti socialiste lisérois, Olivier Faure, le président de la métropole, Christophe Ferrari, et même l'ancien maire de Grenoble, Michel Destot. Voilà quelques figures locales venues soutenir leur candidat PS, qui lui entend rappeler qu'il existe d'autres options à celle d'un duel entre Renaissance et le Rassemblement national. Gabriel Attal contre Jordan Bardella. Sur les dernières élections, à chaque fois, de choisir quelle part de soi on va privilégier contre une autre part de soi qui nous retient. Et enfin, on vote par calcul. Moi, ce que j'aimerais, c'est que là, on soit un vrai vote d'adhésion sur un projet, sur une manière aussi de faire de la politique. J'ai une grosse fibre écolo, mais son programme est très riche d'un point de vue écologique. Et ce qu'il a placé en premier, c'est le côté humaniste. Et sincèrement, je pense qu'à l'Europe, sa liste, elle a du sens. J'aime bien la dimension sociale qu'il a, son investissement pour les Ouïghours, son investissement au Parlement européen. Donc je trouve que c'est un homme quand même qui parle, mais qui a aussi des actions. C'est ce que j'aime bien chez lui, ouais. Pour sa venue dans la capitale des Alpes, le candidat de la gauche en a aussi profité pour visiter l'usine Ferropem à Livet-Gavet, fabricante de silicium. C'est une histoire incroyable, ce combat pour maintenir un outil de travail contre un groupe mondial qui voulait le vendre et le détruire. Ce combat aussi pour faire en sorte que l'Europe reste souveraine et qu'on puisse produire du silicium sur le continent européen et qu'on ne soit pas complètement dépendant des Chinois. Et donc nous, on avait axé notre visite à Grenoble autour de ce thème-là de Ferropem parce qu'il y a des combats comme ça qui en fait donnent sens à ce que pourrait devenir l'Europe. Environ 600 personnes étaient présentes au meeting du candidat socialiste à Grenoble. Combien déposeront leur bulletin dans l'urne? Réponse le 9 juin. Et mardi soir, c'est la France Insoumise qui tiendra son meeting avec sa tête de liste, Manon Aubry, à Alpexpo. Et ce midi, à l'appel d'assemblée de personnel de l'université Grenoble-Alpes et d'organisations étudiantes et en écho au rassemblement à Sciences Po Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées pour un sit-in devant les locaux de l'IEP de Grenoble sur le campus. Installés sur les voies du tram, ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et un embargo total des armes sur Israël, la fin du partenariat entre l'UGA et l'université Ben Gourion et l'autorisation de la conférence avec la militante LFI franco-palestinienne Rima Hassan, prévue le 23 mai sur le campus à Grenoble.
La situation palestinienne qui devrait aussi s'inviter lors du défilé de la fête du travail mercredi. À Grenoble, le cortège partira à 10h de l'avenue Alsace-Lorraine pour rejoindre l'anneau de vitesse. Un 1er mai en milieu de semaine, ça change un peu la donne. Les sirènes d'alerte habituellement testées le premier mercredi du mois ne retentiront pas. L'essai aura lieu le lendemain, jeudi, toujours à midi. Et puis la collecte des ordures est reportée, les déchetteries fermées, aucun bus ni tram sur les réseaux MTAG, Tougo et du Pays Voironnais. Mais les TER circuleront normalement, tout comme le téléphérique de Grenoble. Les musées seront également fermés. Les élus communistes et socialistes de Fontaine ont vu rouge lundi soir lors du conseil municipal. Fontaine, ma planète, le groupe d'opposition mené par l'ancien maire Jean-Paul Trovero a préféré quitter la séance le temps du vote visant à débaptiser le parc Karl Marx au pied des Vouillans, au vu, je cite, de la volonté affichée de la majorité d'effacer l'histoire de la commune. La proposition a quand même été adoptée. Le parc portera désormais le nom de Robert et Elisabeth Badinter. Au-dessus des Vouillans, on prend un peu de hauteur sur le plateau du Vercors, toujours perché sur son nuage, un peu plus d'une semaine après le titre de champion de D2 décroché par les Ours de Villars, près de 20 ans après leur dernier sacre. Vainqueur de Courchevel-Méribel-Pralognan à domicile, le collectif a été fêté en héros il y a quelques jours. Les supporters et tous les Villardiens en redemandent. Baptiste Boson. Les Ours de Villars, accueillis comme des stars, au milieu d'une foule en liesse. Habitants et supporters sont venus nombreux fêter le retour au village de leur équipe de hockey sur glace, sacrée championne de France de Division 2. Un grand moment d'émotion et de partage pour les joueurs. Cette victoire, c'est incroyable. Moi, j'ai été formé au club, j'ai attaqué à 2 ans et demi à Villars. J'ai des photos il y a 22 ans sur la place là, avec la coupe quand ils ont gagné en D1. Et d'aujourd'hui la gagner, d'être là, de fêter ça avec les copains, les supporters et tout, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Là, depuis 2 mois dans Villars, là, on ne pouvait pas faire 5 mètres dans le village sans se faire accoster pour parler avec les gens, pour nous féliciter, faire des photos. Sur le papier, je ne pense pas qu'on soit les meilleurs, mais en fait, on a eu une cohésion de groupe qui était tellement incroyable tout le long de la saison, que ce soit au hockey ou hors hockey, qui a fait la différence en fait, sur les phases finales. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé aussi loin cette année et qu'on a gagné le titre. Une victoire arrachée 4-0 contre le HCMP de Courchevel. Un match électrique pour une victoire historique. Le dernier titre remporté par les Ours remontait à 2003. Le club accède en Division 1, de quoi rendre fier son entraîneur. Je pense que le club va tout travailler pour être compétitif. Maintenant en D1, je pense que c'est la place justement vis-à-vis de la formation. Donc il faut continuer à bâtir et puis continuer à former des jeunes, c'est l'essentiel. Au stand de dédicace, ça se bouscule. Autographes, photos ou quelques mots, les supporters sont ravis. Notre équipe qui passe en D1, ça c'est le top. Là, ça prend une autre dimension et vraiment, c'est le top. En plus, ils sont hyper accessibles. On est à tous les matchs, on supporte et c'est génial, ils nous ont fait vibrer. Et on demande à ce que ça recommence, quoi. Et là, c'est toutes les signatures des joueurs et ma casquette. Et voilà. Et tu vas la mettre où, l'affiche ? Dans ma chambre. Dernière étape pour le club, monter un projet viable pour jouer en D1. Mais en attendant, l'équipe peut savourer sa victoire. Villard-de-Lans accède donc sportivement à la D1, le 2e niveau français, juste en dessous de la Ligue Magnus. Mais il faut encore présenter un projet solide et viable pour que la fédération valide cette accession. C'est en bonne voie, selon le président du club, qui reviendra sur la question dans Si on parlait mercredi soir avec quelques-uns de ses ours couronnés. Aux côtés de Lucille Dailly également, vous verrez Thierry Thomas qui va vous reconnecter à vous-même en prenant le contrôle de votre stress, et tout ça avec une méthode révolutionnaire en 7 jours seulement. Et puis les organisateurs de l'Alpe Isère Tour qui vous préparent un grand moment de vélo dans le département du nord au sud avec un point d'orgue dans nos montagnes. La montagne, ça fait un moment que ça les gagne. Le club alpin français de Grenoble célèbre cette année ses 150 ans. Pour parler de la passion qui les anime et de leurs activités, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais 2 présidents. Bonsoir Pierre Rueff. Bonsoir. Vous êtes président du CAF Grenoble-Isère. À vos côtés, Jean-Louis Vidot. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes président du CAFGO, le CAF Grenoble-Loison. C'est bien ça ? Voilà. Alors, la première question, évidemment, si on parle de la naissance du CAF, c'était il y a 150 ans.
Vous n'étiez pas là, même si vous avez peut-être 150 ans à tous les deux, peut-être un peu moins. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé d'abord en 2 temps. À Paris, il y a eu les 150 ans, ça a été le 2 avril 1874. Et puis après, il y a eu tout de suite 7 sections qui se sont créées, dont la section Grenoble. Grenoble, c'était le 24 août 1874. Les 2 premiers fondateurs sont pour Grenoble, sont 2 noms célèbres dans l'alpinisme de la région, qui est Charles Laury et Henri Duhamel. Charles Laury, il a donné son nom, un pic porte son nom, et une brèche très célèbre à la barre des Écrins porte son nom. Et Henri Duhamel, c'est lui qui a introduit le ski en France. Voilà un petit peu la naissance. C'était quoi l'idée à l'époque ? Alors l'idée, c'est dans la suite des clubs alpins européens qui se sont créés. Le club alpin en premier, l'Alpine Club anglais, puis après les Suisses, les Autrichiens. C'est les Anglais qui ont créé un club alpin, vraiment ? Oui, mais par contre, le club alpin français a innové, c'est que très peu de temps après, il a ouvert le club alpin aux femmes, alors que les autres l'ont ouvert pratiquement très longtemps après. Donc, et l'idée, c'est de faire 2 idées. C'est de faire connaître la montagne je dirais, au plus grand nombre, et surtout par la montagne, de développer l'esprit pour les jeunes, l'esprit de conquête, les sports et d'aventure. Voilà. Pourquoi un CAFJ ou un CAFGI ? On dit un CAFJ et un CAFGO. Pourquoi 2 ? C'est historique. Il y a eu une époque des problèmes de personnes. Le CAF Isère s'est scindé en 2. Et maintenant, c'est une histoire qui est oubliée. Et on collabore ensemble sur de multiples aspects. Le CAF de Loison, c'est vrai que Loison, c'est... On a 30 ans. Là, on fête les 30 ans. Vous êtes le petit frère, alors, voilà. Finalement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un massif aussi très important et qui mérite peut-être à lui tout seul d'avoir une organisation. Il y a au moins 5 ou 6 CAF dans Grenoble. Dans l'Isère, ouais. Dans Grenoble même, oui. Sur l'Isère, il y en a 10 ou 15. Je sais plus exactement. Il y a 9200 personnes en Isère, adhérents sur tous les CAF. Voilà, c'est ça. Et à nous 2, on représente à peu près 4000 membres. Alors, les activités que vous proposez, on en a vu quelques exemples, c'est tout ce qui touche à la montagne, été-hiver. Exactement, c'est tout ce qui touche à la montagne, été, hiver. Et on a, donc ça c'est au point de vue sport, vous voyez tout ce qu'on peut faire en montagne. Il y a aussi des activités environnementales et des activités culturelles. Vous voulez accueillir de plus en plus de jeunes, parce que pour l'instant, on va dire que ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous avez lancé une école d'aventure. Alors, le problème des clubs, c'est de continuer à vivre. Donc on ne peut pas vivre que sur des retraités. Et donc, on a maintenant fait beaucoup d'actions en direction des jeunes. Donc, il y a à la fois les enfants. Donc, on a des sorties pour les familles qui ont de très jeunes enfants. Donc, c'est sûr que se promener avec des copains, c'est plus facile que de se promener qu'en famille. Donc, il y a une première entrée là. Après, il y a l'école d'aventure qui s'adresse aux 12-18. Et donc, là, ils pratiquent, ils explorent les différentes possibilités en montagne. Et après, on a aussi une action au niveau des 18-30. Et on s'est aperçu que c'était eux l'avenir pour nos clubs. Et actuellement, il y a la population, c'est à peu près moitié-moitié. Comment vous avez vécu cette révolution en montagne ? Il n'y a plus que le CAF, il y a plein de gens maintenant qui viennent tous les étés, même tout au long de l'année. Il y a énormément de randonneurs sur les massifs autour de Grenoble, c'est même parfois un peu trop. Comment vous vivez ça ? Alors là, on le vit d'une autre façon, on le vit par nos refuges. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui viennent au refuge d'une manière... Parce que le CAF gère aussi un grand nombre de refuges. Oui, le CAF... C'est une de ses missions. C'est ça, c'est une de ses missions et gère 120 refuges sur le domaine alpin, en France, même pas dans le domaine alpin. Il y en a dans les Vosges, il y en a dans d'autres montagnes, dans les Pyrénées, il y en a dans le Massif central, il y en a un peu partout.
Et puis... Donc ces nouveaux pratiquants fréquentent les refuges. Voilà, et dans la dernière saison, il y a eu 320 000 nuitées. Donc il y a de plus en plus de gens. Et on les gère aussi, je dirais, c'est un peu une entrée dans la montagne. Et donc là, on voit, il y a aussi une éducation à la montagne, à la culture montagne. Et ça, c'est pas toujours évident. Le fait même que les refuges, les gens qui viennent, qui sont des nouveaux, des néo-pratiquants, ils demandent pas le même confort que les refuges comme ils pouvaient exister il y a quelque temps. Tout à fait, oui. Les refuges ont bien évolué, parce qu'on a des campagnes de remise à niveau des refuges. Alors, si on veut accueillir des enfants ou des groupes, on est obligé de respecter certaines normes. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais la contrepartie, c'est... Si on veut de l'eau chaude, il faut un système de chauffage de l'eau. Il faut des toilettes. Il faut une alimentation en eau qui soit correcte. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et avec le changement climatique, la survie des refuges est en jeu. Parce qu'on en a déjà fermé par manque d'eau. Et on a 2 refuges qui sont... Il y en a un qui est détruit et il y en a un qui maintenant est interdit. Enfin, il est ouvert tant que c'est l'hiver, mais l'été, il sera interdit. C'est celui-là. Ouais. Ce refuge-là, il a été menacé par une avalanche de blocs rocheux, donc une déstabilisation des moraines. Et c'est passé de l'autre côté du refuge. Donc là, les autorités ont dit non, on ne peut pas continuer là. Ouais, d'où l'importance de l'apprentissage, de l'accès à la montagne. Il y a d'ailleurs une exposition à la Maison de la Montagne qui relate cet anniversaire et plus particulièrement, il est question notamment plus particulièrement des refuges. Donc cette exposition, elle va vivre aussi à la Maison de la Montagne avec un certain nombre de conférences, de projections, voilà. Et puis après, elle partira chez vous à Saint-Christophe ? Elle part à Saint-Christophe-en-Oisans, où elle sera installée à la Cordée. Et il y aura une autre exposition sur l'alpinisme dans le Vénéon au musée de Saint-Christophe. Et puis, il y aura un gros événement à la Bérarde, je crois, au mois de juin. C'est ça, on fête avec tous les membres, on fête à la Bérarde les 150 ans. La Bérarde étant un haut lieu d'alpinisme en France. Et puis, il y a la Mège à côté, où il y a une grande première française qui a été faite à la Mège. Ce n'a pas été les Anglais qui sont montés en premier là-haut. Et si on veut participer à la fête, on peut encore s'inscrire, devenir adhérent du CAF, on a le temps Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Merci. Il y a une campagne d'adhésion à partir du 1er mai, que ce soit au CAF Go ou chez nous. Vous avez 20% de remise. Voilà, et c'est sur cafgrenoble.com. Ou on peut venir 32 avenue Félix Vialet. Ou au CAF Go. 16 rue Perretto, derrière le lycée Mounier. Ah ben voilà, on saura tout. Et en plus, moi, je vous présente aussi ce petit livre, une histoire de refuge de montagne aux éditions Glénat pour en savoir encore plus sur ces belles cabanes qui nous abritent été comme hiver. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Retrouvez une nouvelle édition jeudi à 18h. Excellente soirée à tous.